Dans l'attente du procès, les meurtres de Christophe et Célia Orzaz. Nous sommes le jeudi 30 novembre 2017, près de Toulouse. Christophe, jardinier paysagiste, passionné de randonnée de 46 ans et sa fille Célia, 18 ans, disparaissent mystérieusement après avoir reçu un curieux appel provenant d'un téléphone prépayé. Cela faisait 2 ans que le père et sa fille avaient repris contact à la suite du divorce de ses parents. Et la relation entre le père et sa fille se renforce avec les mois. Mais en fin de journée, le 30 novembre 2017, Christophe, Célia et la voiture qu'il conduit disparaissent. Une enquête est menée, car leur disparition est très vite considérée comme inquiétante. Avant de disparaître, Christophe reçoit un appel, un coup de téléphone qui va le faire changer de route, vers un coin isolé au sud de Mirepoix. Rapidement, une femme va sauter aux yeux des enquêteurs. Des soupçons, des aveux, mais un procès qui se fait attendre depuis 5 ans. Pour ceux qui suivent Canal Disparition, elle a produit une vidéo il y a quelques semaines sur le même sujet. Le fait que nous sortions une vidéo sur la même affaire à des dates si proches est complètement fortuit. Le planning de mes sorties de vidéos de l'année est fait depuis environ 1 mois. Sa vidéo est très bien et très complète, et je vous invite à la regarder. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre week-end du 1er mai s'est très bien passé. Je suis Amanti et chaque mercredi soir je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir, nous revenons ensemble sur l'affaire du meurtre de Christophe et Célia Orzaz. Une mystérieuse disparition. Christophe et sa fille Célia quittent un domicile de Mirepoix en voiture, une Renault Kangoo, le jeudi 30 novembre 2017, en fin d'après-midi. Christophe doit conduire sa fille à la gare de Pamiers, au nord de Foix, pour qu'elle retrouve son copain qui vit avec elle à Toulouse, où elle poursuit ses études. Célia ne prendra jamais son train. C'est à partir de là que le duo père-fille disparaît de la surface de la Terre. Le copain de Célia va l'attendre en gare de Toulouse pendant plusieurs heures, mais Célia n'arrive pas. Et très vite, les proches s'inquiètent. Les heures passent, quelques heures passent, puis un chasseur découvre une voiture complètement brûlée dans une forêt près de Lavelanet, au niveau d'un sentier de randonnée du massif de Picocel, une commune au sud du Mirepoix. C'est le Kangoo de Christophe Orzaz. L'endroit est très isolé, à 800 mètres d'altitude. L'enfer pour effectuer des recherches. Il n'y a rien dans le véhicule. Aucune trace de Christophe et de sa fille. Un premier appel à témoins est lancé, mais pour le moment, il n'apporte rien. Les premières battues sont organisées autour du lieu où le véhicule de Christophe est retrouvé. Nous sommes en décembre, il fait froid, la neige fait tomber ses premiers flocons. Il est donc compliqué de faire sentir quoi que ce soit au chien renifleur dans de telles conditions. Et il est encore plus difficile d'effectuer les recherches à pied dans ce froid. Les recherches durent quelques jours, elles sont infructueuses, il n'y a aucune trace du père et de sa fille. Le 5 décembre 2017, une information judiciaire est ouverte pour disparition inquiétante par la procureure de la République. Les photos des 2 disparus sont diffusées. L'accident est une thèse possible, la disparition volontaire peut-être également, mais elle est rapidement balayée par les proches et les enquêteurs. Il y a aussi la théorie que le père aurait pu s'en prendre à sa fille avant de mettre fin à ses jours, mais ça les proches n'y croient absolument pas. L'enquête se poursuit et les enquêteurs tentent de localiser leur portable. Impossible, tous 2 sont éteints. La théorie de l'accident s'efface peu à peu pour laisser place à celle d'un meurtre crapuleux, un meurtre prémédité. L'enquête. Les premiers témoignages arrivent enfin. Christophe sera vu le jour de sa disparition avec sa fille, au volant de sa voiture au sud de Mirepoix sur une petite route. Visiblement, avant de conduire sa fille à la gare, Christophe a fait un petit détour.
Pourquoi Christophe s'est-il rendu dans ce coin perdu? C'est à cette question que les enquêteurs doivent en premier lieu répondre. Les enquêteurs observent sa téléphonie. Et Christophe, le jour où il disparaît, peu de temps avant de conduire sa fille à la gare, va recevoir un appel. Cet appel alléchant provient d'un téléphone prépayé. Visiblement, la personne qui a passé l'appel ne voulait pas se faire connaître. Du coup, remonter la piste d'un téléphone prépayé est impossible, mais cela apporte une piste aux enquêteurs, une piste très intéressante. Ils recherchent une personne ou des personnes qui ont tendu un piège à Christophe et qui l'ont appelé pour le conduire dans un lieu probablement isolé pour lui faire du mal. Mais qui en voulait à ce point à Christophe? Sa vie professionnelle et personnelle sont fouillées et les investigations paient. L'enquête sur la vie de Christophe va rapporter un nom, Marie-Josée Montesinos, une infirmière libérale avec qui il a partagé sa passion pour la randonnée. Après enquête, il s'avère qu'après sa séparation avec Marie-Josée, cette dernière le harcelait par email. Christophe semble devoir de l'argent, entre 10 000 et 15 000 euros. L'argent est un très bon mobile pour les enquêteurs. Marie-Josée Montesinos est aussitôt placée sur écoute. Il creuse également la vie de la femme. Elle est maman d'une fille et divorcée. Le couple qu'elle formait avec Christopher était passionné. Mais de la passion, ils sont très vite passés à la haine. Le couple rompt en avril 2017. À partir de cette rupture, les choses dérapent complètement. Christophe a peur de Marie-Josée. Un témoin déclare même que le jour où Christophe a signé son contrat de travail, Marie-Josée était là. Elle le surveillait. Christophe avait très peur d'elle. Marie-Josée va faire en sorte que Christophe soit licencié par la personne, voire par tous les clients qui l'ont embauché. Je cite l'exemple d'une femme de 80 ans qui avait embauché Christophe. Marie-Josée Montesinos va parvenir à le faire licencier en allant voir le fils de la femme de 80 ans et déclare que Christophe est un pervers, que sa mère est en danger. Il semble que Marie-Josée soit prête à tout pour nuire à Christophe. Mais pourquoi? Simplement pour de l'argent? Mais si Christophe ne peut plus travailler, comment pense-t-elle qu'il pourra la rembourser? Les écoutes se poursuivent. Et grâce à ces écoutes, les enquêteurs apprennent qu'elle est en contact avec un homme, Jean-Paul Vidal, un carrossier, un cascadeur également, qui s'occupe du parc auto des ambulances de la région. C'est également un amant de Marie-Josée. Marie-Josée le laisse tomber pour se mettre avec Christophe, puis ils se remettent ensemble. Le couple étrangement se sépare peu de temps après la disparition de Christophe et Célia, et Jean-Paul Vidal se remet en couple avec son ex-femme. Il n'en faut pas plus pour les enquêteurs, qui les placent tous les deux en garde à vue, ainsi que quelques-uns de leurs proches, le dimanche 10 juin 2018. Le mardi 12 juin 2018, Jean-Paul Vidal passe aux aveux. Vient ensuite Marie-Josée Montesinos. Ils racontent leurs crimes. Tous les deux, ou plutôt Jean-Paul Vidal, appellent Christophe, depuis le portable prépayé. Ils donnent un rendez-vous alléchant à Christophe dans un coin isolé, une forêt près de Bélesta. Le rendez-vous est donc pris avec un portable prépayé. Une proposition alléchante à la clé pour Christophe qui est aux abois en manque de clients. Christophe est déjà ou est sur le point de conduire Célia à la gare. Du coup, avant de l'y emmener, il passe à son rendez-vous, qui n'est pour lui qu'une formalité avec un bon contrat à la clé, car il s'agit de déboiser un terrain qui juxtapose un vieux village à l'abandon. Christophe arrive au rendez-vous et se gare. Dès qu'il sort de son véhicule, Christophe est agressé avec une extrême violence, à l'aide d'une barre de fer. Il est roué de coups, puis tué. Célia, sa fille, est témoin de toute la scène et hurle de terreur dans le véhicule. Célia devient un témoin imprévu dans le crime. Elle ferme la voiture de l'intérieur, mais Marie-Josée et Jean-Paul le savent. Pour commettre leur crime parfait, il ne faut aucun témoin. Jean-Paul Vidal brise la vitre de la voiture et se saisit de Célia, qui sait très bien ce qui va lui arriver. Elle sera abattue un peu plus tard à coups de fusil de chasse. Marie-Josée et Jean-Paul sont placés en détention provisoire. En garde à vue, Marie-Josée va très rapidement accabler son ex-amant Christophe des pires actes, des pires mots
des pires comportements, d'actes de violence. Bref, elle le charge bien, histoire de se faire passer pour une victime. Elle en fera de même vis-à-vis de Jean-Paul Vidal, son amant du moment. Mais pourquoi Marie-Josée avait-elle son comportement? Est-ce parce qu'elle n'avait aucune forme d'emprise sur Christophe, qu'elle a choisi de l'attirer dans un coin isolé pour le frapper, lui faire peur ou le tuer? L'argent est-elle le mobile? Ces questions auront peut-être leur réponse pendant le procès. Les auteurs présumés ont donc avoué et sont en prison, dans l'attente du procès. Les proches peuvent commencer à faire leur deuil. Il reste maintenant à retrouver les corps de Christophe et de Célia. Le corps de Christophe Orzaz est retrouvé dans une fosse septique dans un hameau de maison abandonnée de Bélestat, proche du col de la Croix des Morts, sur la route D16. Là donc où il avait rendez-vous. À 15 km du lieu où la voiture sera retrouvée brûlée par un chasseur. Le corps de Christophe Orzaz est retrouvé ligoté par une sangle tout au fond du trou. Après autopsie, on apprendra que l'homme a été frappé à de nombreuses reprises. Et fait épouvantable, il était toujours en vie au fond de la fosse septique, succombant à ces graves blessures qui lui ont été infligées par Jean-Paul Vidal. Cette fosse lui servira de tombeau pendant près de 7 mois. Quelques jours plus tard, le corps de Célia, sa fille, est retrouvé en forêt, à 20 minutes de son papa, tué par balle, exécuté en pleine nuit. Son corps est recouvert par des branchages, ligoté et bâillonné. C'est Jean-Paul Vidal qui se chargera également de l'exécution, un bain dans les yeux de Célia. L'enquête permettra d'en apprendre un peu plus. Il s'avère que le lieu de rendez-vous fixé via un téléphone prépayé fut choisi depuis quelques jours ou quelques semaines à l'avance. La fosse septique aurait même été inspectée de fond en comble, pour voir si un corps passe. Le crime fut donc pour beaucoup prémédité. L'enquête va également montrer qu'ils ne sont pas venus qu'avec une barre de fer au rendez-vous, mais avec un taser, des serflex, un fusil et d'autres choses. Pourtant, au cours des interrogatoires, Marie-Josée persiste. Elle déclare que le lieu fut choisi au dernier moment et que son but était de faire peur à Christophe. Le couple avoue également qu'après les crimes, histoire de faire un crime parfait, entre parenthèses, ils ont brûlé leurs vêtements en montagne, histoire de ne laisser aucune trace. La barre de fer fut découpée et jetée à l'eau, comme l'arme qui a servi à tuer Célia. Ils brûlent également la voiture, histoire de ne laisser vraiment aucune trace de leur passage. Histoire aussi de se faire passer pour innocente, Marie-Josée Montesinos va envoyer des messages de soutien aux proches des deux disparus. Marie-Josée déclare qu'elle ne voulait pas tuer Christophe. Cependant, elle va donner des raisons à Jean-Paul Vidal de le faire. La personnalité de Marie-Josée Montesinos sera donc au cœur des débats. Elle aurait poussé, manipulé son amant à tuer ou au mieux à faire peur Christophe, en lui présentant de fausses lettres de menaces par exemple. Tous deux sont accusés d'assassinat pour Christophe et de crimes aggravés contre Célia, tuée car elle fut témoin, bien malgré elle, du meurtre de son papa. Crime prémédité de longue date et par une femme qui voulait pourrir la vie de Christophe. Le couple est toujours en prison, dans l'attente de leur procès, qui tarde à arriver. Cela fait plus de 5 ans que Christophe et sa fille Célia ont été tués. Et pourtant, pour le moment, le procès des deux suspects n'a pas encore eu lieu. Courant 2023, peut-être. La lenteur de la justice, le Covid n'a pas aidé non plus. Aucune date n'est fixée pour l'instant. Cependant, cela fait bientôt 2 ans que l'enquête est close. Je me permets de citer la sœur de Christophe, Sandrine. Ce n'est pas que maintenant. On en veut plus à la justice qu'au présumé assassin. Mais là, c'est un deuxième coup de mesure qui nous tombe sur la tête. La justice ne fait pas son boulot. Ça a été très dur pendant 5 ans. On a essayé de vivre avec. Et on comptait sur la justice pour comprendre ce qui s'est passé. Pour que le coupable soit puni. Eh bien non,
on n'a toujours pas de date, c'est un supplice. Le pourquoi de cet acte demeure encore une énigme. Le procès pourrait en dire plus. Procès donc qui se fait attendre. Aux dernières nouvelles, le 24 janvier 2023, Marie-Josée Montesinos a été convoquée devant la justice. Le procès devrait se tenir courant 2023, à la fin de l'année peut-être. Pour le moment, Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal sont présumés innocents. Marie-Josée Montesinos devrait également répondre à d'autres chefs d'accusation: vol, atteinte à l'intimité de la vie privée et harcèlement moral. Son ex, Christophe Orzaz, avait porté plainte contre elle quelques mois avant sa mort. À noter que ces plaintes se sont avérées vaines, car qu'est-ce sans suite à l'époque? Aujourd'hui, certaines personnes se rendent sur les lieux du meurtre pour rendre hommage à Christophe et Célia, tués dans d'horribles circonstances par une femme qui, pour beaucoup, est une manipulatrice. Le procès à venir devrait répondre à plusieurs questions. Pourquoi ne pas avoir fait machine arrière lorsqu'ils ont remarqué que Célia était là? Quel était le but réel de Marie-Josée Montesinos dans ce guet-apens? Cette histoire n'est pas encore finie. Le procès, qui devrait avoir lieu en fin d'année, va clore l'histoire du rendez-vous mortel de Christophe Orzaz et de sa fille Célia. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas. Citation. Ils avaient repéré les lieux, l'endroit où cachait le corps. Ils lui ont tendu un piège. Et ils l'ont attiré dans un endroit isolé en lui faisant croire à un rendez-vous professionnel, a précisé Maître Lévy-Souzan. Marie-Josée Montesinos n'a jamais voulu la mort de Christopher Orzaz ni de Célia. Jean-Paul Vidal peut dire ce qu'il veut, et notamment qu'il a agi sous l'effet d'une emprise. Personne ne peut croire que son discernement ait été troublé à ce point. C'est bien lui qui a donné 2 fois la mort. Et s'il l'a fait, c'est qu'il a voulu. Argue, maître de Cône. Et pour convaincre le garagiste d'adhérer à ses desseins, elle s'envoyait de faux courriers qu'elle présentait comme des lettres de harcèlement, de menaces de son ex-amant. Like the end in sight for me, but let's be really real, anxiety